6 mai 2019, Manchester City-Leicester. City s'approche dangereusement d'un match nul qui mettrait en péril ses chances de titre, lorsqu'à la 70e minute de jeu, Vincent Kompany s'avance et s'apprête à tirer. Lorsqu'il voit ça, El Kun Agüero s'affole. « Vini, Vini, don't shoot, don't shoot !» Mais Vini, il shoot et il marque un but d'anthologie. Et pourtant, Agüero, il avait raison. Kompany, il aurait jamais dû shooter. Pas qu'il soit mauvais, non, c'est juste que personne n'aurait jamais dû shooter dans cette situation. Parce que les tirs dans le football, ça ne marche pas. Et quand quelque chose ne marche pas, il faudrait peut-être songer à l'arrêter. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe va bien. Bienvenue sur cette chaîne sur laquelle aujourd'hui on va parler d'un geste indispensable au football, le tir. Alors quand dans l'intro je disais que les tirs ça ne marche pas, on va laisser de côté les tirs produits à l'intérieur de la surface parce que sans eux, bonne chance pour marquer. Non, on va plutôt s'intéresser aux tirs de loin et puis dans le rayon des choses qui ne marchent pas, on abordera également les dégagements du gardien, les coups francs et les corners. Les auteurs du livre Soccernomics mettent en avant que seuls 2% des tirs effectués hors de la surface se terminent en but. 2%, c'est hyper faible. Cette statistique, on la retrouve sur cette Expected Goal Map, une map produite par l'Association américaine de football. À chaque tir est associée une valeur. Cette valeur, elle exprime les chances de voir le tir se terminer en but. Et comme vous le voyez, pour les tirs de l'extérieur de la surface, la valeur est hyper faible. Alors quand les joueurs y frappent, ils ont dans leur rétine les images des buts de Ronaldo, de Van Basten, d'Arjen Robben. Et c'est pour ça qu'ils frappent, parce qu'ils s'imaginent leur tir terminé au fond, évidemment. Mais dans 98% des cas, c'est pas ce qui se passe, il n'y a pas plus improductif que le tir de loin. Pourtant, c'est quelque chose qu'on demande aux joueurs. On leur demande de prendre leur chance. Xavi, dans le Barça de Guardiola, prends ta chance, à un moment donné, il faut y aller, il faut franchir le pas. Il n'y a pas plus frustrant dans la même idée de voir Verratti qui tente pas. Et quand ils tentent, les joueurs, on les applaudit, on valorise le fait d'avoir essayé. Pourtant, statistiquement, ils ne devraient pas tirer parce que, comme je l'ai dit, seuls 2% des tirs tentés hors de la surface finissent au fond des filets. Et c'est la même chose pour les coups francs, c'est terriblement improductif. En Première Ligue, en 2011, seul un coup franc tenté sur 35 terminait au fond des filets. 3%, c'est à peu près la statistique. Une autre étude qui date de 2015, elle est un peu plus précise, un peu plus optimiste. Elle dit que 8% des tirs tentés sur coup franc se terminent en but. Messi, qui est un extraterrestre dans ce domaine, vraiment, la saison passée, il a tenté 64 coups francs, il a mis 8 buts, c'est un taux de conversion de 12,5%. On dit que Messi tire mieux les coups francs que les pénaltys, de toute évidence, c'est pas vrai, mais c'est quand même un taux plus élevé que la moyenne. Un autre excellent tireur, Miralem Pjanic, qui, bon, désormais est un peu au chômage technique pour une raison qu'on ne mentionnera pas. Lors de sa meilleure saison sous le maillot de la Roma, il avait réussi à convertir 20% de ses coups francs. Elis Bardi, un joueur de Levante, fait encore mieux. Il y a 2 saisons de ça, il avait atteint un taux de conversion de 28%. C'est un exploit, mais ça reste faible. Et puis, à tous ces chiffres, il faut aussi ajouter le fait que 50% des coups francs tentés terminent soit dans le mur, soit dans les tribunes. C'est pas très glorieux. Tout ça, ça fait une quantité d'actions gâchées proche de la surface incroyable. Les adversaires, quand ils font une faute dans cette zone, ils tremblent un peu parce qu'ils s'imaginent déjà encaisser un but sur coup franc. Mais au final, ça reste hyper rentable pour eux de faire des fautes dans cette zone. Et ça ne devrait pas l'être. Les auteurs de Soccernomics, ils disent la chose suivante. Quand vous frappez un coup franc, l'adversaire est forcé d'être à 9 mètres et en plus, généralement, il y a plusieurs adversaires qui constituent un mur. Ça devrait donc être l'occasion parfaite de faire une passe à destination d'un joueur qui courrait en direction de la surface et créerait une occasion de but. Alors, leur livre est sorti en 2011. Les auteurs pensaient que cette technique allait se populariser inévitablement quand on verrait son succès et force est de constater que ce n'est pas le cas. À ce jour, les coups francs restent une ressource inexploitée. Et il y aurait de quoi faire. Une étude de 2014, faite par des chercheurs espagnols, elle montre que le succès d'un coup franc ne dépend pas de son emplacement, mais bien de la manière dont il est tiré. Selon ces chercheurs, la meilleure manière de tirer un coup franc, c'est en le jouant au sol, de manière indirecte et en impliquant 3 ou 4 joueurs dans ce qui va constituer au final une véritable action collective, une action de jeu. Selon eux, si on tire les coups francs de cette manière, on augmente de 40% ses chances de voir le coup franc se finir en but. 40%, c'est énorme. Selon eux, donc, c'est vraiment la meilleure manière de tirer un coup franc. Regardez-moi cette merveille tadjikistanaise à la dernière Coupe du Monde U17. 3 ou 4 joueurs interviennent dans l'action de manière dynamique et au final, on frôle le but. Et qu'en est-il des corners alors? Est-ce que notre façon de les tirer est également mauvaise? Eh bien la réponse c'est oui. Ou plutôt oui. Ça c'est une étude de 2014 qui le montre. Cette étude elle a décortiqué tout un tas de types de corners pour trouver vraiment le corner idéal.
Et il y a plusieurs facteurs qui sont mesurés. Si le corner est tiré depuis la droite ou depuis la gauche, s'il est rentrant, s'il est sortant, si l'équipe qui défend a mis quelqu'un au poteau ou non, le nombre de défenseurs présents dans la surface, le nombre d'attaquants présents dans la surface, quelques autres facteurs comme ça, pas très importants. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a de petites variations entre les différents facteurs, mais elles ne sont jamais significatives. Autrement dit, ça ne change pas grand-chose si vous tirez le corner de manière sortante ou rentrante. Il y a juste deux facteurs qui sont vraiment significatifs, deux facteurs qui valent vraiment la peine d'être examinés, c'est le nombre d'attaquants présents dans la surface et si le corner est tiré de manière directe ou indirecte. 80% des corners sont tirés de manière indirecte. On a toujours fait comme ça et on continue de le faire. Dans l'imaginaire collectif, en plus, les corners indirects sont associés à de l'improductivité. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que les corners indirects présentent 5% de chances en plus de terminer en tir cadré que les corners directs. 5% de chances en plus. Et pourquoi? En fait, c'est plus difficile de défendre un corner indirect qu'un corner direct parce que vous devez à la fois être attentif au ballon et à la fois à l'adversaire. Les corners indirects, ils donnent plus de temps et d'espace aux attaquants pour faire des feintes, pour varier leur course et au final, ça fait que les marquages se perdent. Les auteurs ils disent textuellement que les corners indirects créent une plus grande incertitude chez les défenseurs à l'heure de défendre que les corners directs. Alors 5% de chance en plus de se terminer en tir cadré pour les corners indirects, ça peut paraître pas grand-chose. Mais sur une saison où une centaine de corners sont tirés par chaque équipe, 5% ça peut amener un but en plus, deux buts en plus, synonyme de points en plus. Ça peut vraiment vous changer le devenir d'une saison. Les corners en règle générale c'est quelque chose de très inefficace, mais les buts sur corner c'est très efficace pour changer l'issue d'un match. Ça, c'est aussi présent dans la fameuse étude. Et puis maintenant viennent les dégagements du gardien. À leur sujet, je vais être expéditif en ne posant qu'une seule question. Pourquoi, quand est-ce qu'on a le contrôle du ballon, on va choisir de perdre délibérément ce contrôle en balançant aléatoirement le ballon dans les airs? Pourquoi? Surtout que c'est prouvé que plus de 50% des dégagements effectués par le gardien résultent en une perte de balle. Vous avez plus de 50% de chances de perdre le ballon alors qu'il était sous votre contrôle. Et puis surtout que grâce à la nouvelle règle mise en place par la FIFA, ça n'a jamais été aussi simple de relancer court. Les défenseurs peuvent décrocher jusque dans la surface et avant qu'ils n'aient touché le ballon, les attaquants ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de celle-ci. Il n'y a donc plus aucune excuse en faveur de ceux qui dégagent systématiquement avec leur gardien. Alors bon, je reconnais qu'armé de mon petit livret de statistiques, j'ai peut-être été un peu dur avec les tirs de loin. Il y a quand même quelques avantages aux tirs de loin. Le premier, c'est que ça force l'adversaire à sortir sur vous. Si l'adversaire pressent que vous allez frapper, il ne va pas vous laisser frapper dans les meilleures conditions du monde, du coup il va sortir sur vous, ça va ouvrir de l'espace dans son dos. Le deuxième avantage, c'est que ça peut produire des rebonds accordés par le gardien qui peuvent être transformés en but par vos attaquants ou ça peut vous faire gagner des corners. Bon voilà, maintenant les statistiques sur corner, vous les connaissez. Et puis le dernier avantage, le plus important de tous, c'est que ça produit des beaux buts, du spectacle. C'est ça le football, non? C'est ça qu'on aime au final. Et puis il faut dire une chose, à chaque fois qu'on rationalise à l'extrême un domaine, on perd en génie individuel, on perd en créativité. C'est quelque chose dont on s'est rendu compte durant l'après-guerre avec la fin du Fordisme. À force d'avoir traqué les pertes de temps d'une demi-seconde, d'avoir segmenté toujours plus le travail, d'avoir banni tout comportement qui était hors des marches à suivre, l'organisation scientifique du travail elle a créé une forme de travail tout bonnement insupportable. Les ouvriers, ils avaient l'impression d'être des rats de laboratoire qui devaient juste appliquer les consignes qui venaient de la hiérarchie et le travail ne faisait plus aucun sens pour eux puisqu'ils ne pouvaient plus s'impliquer personnellement dans ce travail-là. Tout ce qu'ils devaient faire, c'était appliquer les consignes sans réfléchir comme ça, mécaniquement, méthodiquement. Dans le football, on pourrait prendre la même direction. On pourrait obtenir un football de laboratoire où on enlève toute initiative individuelle aux joueurs, où on dit aux joueurs arrête de tirer. En termes de valeur d'expected goals, tes tirs ils valent rien du tout. Ce processus de rationalisation extrême, on le voit déjà dans d'autres sports par exemple. Dans la Formule 1 ou le cyclisme, c'est des sports qui sont toujours plus décidés par la rationalité des ingénieurs, par des plans préétablis à l'avance et au moment de la course, les cyclistes ou les coureurs, ils décident plus par eux-mêmes, ils appliquent juste les consignes. L'initiative individuelle, elle a été supprimée ou elle est en train d'être supprimée de ces sports-là. Ça donne des courses moins intéressantes à suivre qu'avant, ça c'est clair. Alors, autant arrêter de dégager systématiquement quand on est gardien et jouer les corners de manière indirecte, ça pourrait être quelque chose de bénéfique, autant les tirs de loin, même si c'est improductif, il faut absolument que ça continue. Joueurs, continuez à prendre votre chance sur coup franc, continuez à prendre votre chance de l'extérieur de la surface. Le football, il appartient aux footballeurs, il n'appartient pas aux mathématiciens. Dites-moi alors,
c'est qui avait raison, Vincent Kompany ou El Kun Agüero? Bon, ça dépend de si vous êtes footballeur ou si vous êtes ingénieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu, j'espère aussi vous avoir converti à la secte des corners indirects, ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais vous remercier aussi, avant toute chose, pour le nombre de commentaires positifs au sujet de ma première vidéo, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. J'ai essayé de prendre en compte les différentes opinions à propos des améliorations que je pouvais faire sur la deuxième vidéo, j'espère que voilà, ce sera satisfaisant. D'ici là, passez une bonne soirée de Ligue des Champions, j'espère qu'on verra des tirs de l'extérieur de la surface. Juste pour finir, j'ai appris grâce à Bref et Eric Dampierre qu'il ne fallait pas proposer des injonctions négatives ni des interrogations négatives. Alors au lieu de vous dire n'hésitez pas à vous abonner, je vais juste vous dire abonnez-vous. À toutes. Ciao.